Et donc, on aura Aline Langenfeld de Atmo Grand Est qui va co-animer ce webinaire avec Magali Benmati de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va commencer par présenter les grands enjeux de la qualité de l'air intérieur et la réglementation qui est associée à la surveillance de la QAI dans les ERP. Et après, on va vous montrer directement avec l'outil DIAC QAI comment l'utiliser pour mettre en œuvre cette réglementation. Et enfin, on aura le témoignage de la communauté d'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône qui va nous expliquer comment ils ont mis en œuvre cette réglementation sur leur territoire. Donc, on finira par un échange, enfin un temps d'échange, mais d'ici là, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure, et sinon, on y répondra à la fin du webinaire. Et donc, Magali, je te donne la parole pour la suite. Bonjour, merci Mathilde. Mathilde, je te laisse accepter les personnes en salle d'attente en attendant. D'abord, qui sommes-nous? Donc, les ATMO, nous sommes des associations loi 1901 agréées par le ministère en charge de l'environnement pour la surveillance et l'information de la qualité de l'air. Nous sommes des associations euh, régies par des 4 collèges donc, qui font partie du conseil d'administration, un collège qui est l'État, un collège qui est les collectivités locales, un collège qui représente le monde économique, donc les industriels, l'agriculture, les sociétés d'autoroutes, etc. Et un collège qui regroupe les associations de protection de l'environnement, des universitaires, etc. Donc, grâce à ces 4 collèges équilibrés, nous sommes des associations transparentes et indépendantes. Donc, il existe une association agréée par région, aussi bien en région, en France métropolitaine qu'en Outre-mer. Donc, tout d'abord, pourquoi améliorer la qualité de l'air dans les ERP? Tout simplement parce que nous passons 85% de notre temps dans des espaces clos et que les écoles et les crèches sont les lieux de vie principaux après les logements pour les enfants et les jeunes enfants. Ensuite, pourquoi? Parce que nous respirons énormément d'air par jour. Nous respirons 15 000 litres d'air, tandis que nous buvons 2 litres d'eau. Donc la quantité d'air est très importante et plus cet air est pollué, plus il peut influer sur notre santé. L'impact sanitaire de cet air, donc de cet air intérieur, peut être important. Notamment donc en air intérieur, on constate qu'il peut y avoir des polluants cancérogènes comme le formaldéhyde ou le benzène qui proviennent de différentes sources au sein des établissements, sources de pollution, pardon. Ensuite, en air intérieur, l'air est plus pollué qu'en air extérieur. Pourquoi? Parce qu'en air intérieur, on va avoir l'air extérieur qui va pénétrer à l'intérieur, mais également des sources propres à l'intérieur, aux activités, aux matériaux, etc., qui vont polluer l'air des locaux. Ensuite, l'impact sanitaire est important parce qu'on y est exposé quotidiennement, donc on a vu 85% du temps en air intérieur. Et enfin, cet impact sanitaire, il varie selon la vulnérabilité des personnes. Or, la réglementation qu'on va vous présenter, elle s'adresse aux établissements accueillant des personnes vulnérables comme les enfants, les personnes malades ou les personnes âgées, donc particulièrement vulnérables à une mauvaise qualité de l'air intérieur. Cette mauvaise qualité de l'air intérieur a de nombreux impacts sanitaires, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, etc. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais les premiers symptômes déjà sont la fatigue et les maux de tête. On peut observer ça dans des classes, même simplement des classes mal ventilées, où on peut constater ce genre de symptômes. Et également, quand on parle d'enfants, il faut savoir que l'asthme est la première maladie chronique chez l'enfant et l'air intérieur est en partie responsable de cette maladie. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites, notamment cette étude de Santé publique France de janvier 2024 qui a estimé à 30 000 cas d'asthme évités chez les enfants si on améliorait la ventilation dans les salles de classe. Donc, qui dit amélioration de la ventilation, dit réduction de l'exposition au formaldéhyde et aux moisissures dans les salles.
Donc, c'est quand même pas négligeable, 30 000 cas d'asthme chez les enfants en moins si on améliore les conditions de ventilation dans les ERP, enfin, en l'occurrence là, dans les établissements scolaires. Et pourquoi on s'intéresse également à la qualité de l'air intérieur? Parce qu'elle a un coût qui est estimé à 19 milliards. Ce coût correspond au coût des vies humaines perdues ou des pertes de qualité de vie, et également au coût des soins des malades, au coût des recherches publiques et au coût de la prévention. Donc 19 milliards par an, c'est pas non plus négligeable. Je vais passer la parole à Aline qui va maintenant vous présenter la réglementation. Merci Magali. Bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement la réglementation de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les ERP. On reviendra sur les différentes étapes juste après. Donc tout d'abord, il y a 3 guides à votre disposition. Le premier qui est celui que vous voyez en orange, qui est un résumé du guide que vous voyez en vert. Donc le guide vert est vraiment très bien décrit, très bien informé. Donc celui-là sera vraiment très complet sur la réglementation. Celui orange sera plus le résumé. Et ensuite, vous avez le dernier guide qui est le guide du CSTB, qui lui est par rapport à la surveillance du confinement de l'air, qui sera qui rentre dans la première étape de la réglementation. Ces 3 guides, vous allez pouvoir les retrouver dans les ressources sur le site DIAC-QAI. Les différentes étapes de la réglementation. D'abord, on a l'évaluation des moyens d'aération. Alors, il s'agit de faire un examen des ouvrants et de la ventilation, et également des mesures de CO2. Donc, c'est des mesures à lecture directe du CO2 dans les pièces de vos établissements. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'autodiagnostic. L'autodiagnostic existait déjà avant la mise à jour de la réglementation. Donc, l'idée, c'est d'identifier les sources de pollution dans les airs intérieurs. On va regarder aussi tout ce qui est entretien de la ventilation pour diminuer l'exposition de la population qui sont dans les ERP. Il y a une grille d'autodiagnostic qui permet de le faire. La troisième étape, c'est les campagnes de mesure. Elles sont maintenant obligatoires depuis la mise à jour dans certains cas qu'on appelle étapes clés du bâtiment. Alors, je vous en dirai un peu plus après, je ne vais pas détailler. Mais pour ces campagnes de mesure, il faut faire intervenir des personnes, des bureaux d'études qui sont habilités pour le faire. Et il y a un rapport d'analyse qui est édité suite à ces campagnes de mesure. De ces 3 étapes, on va en faire un plan d'action, développer un plan d'action qui reprend tout ce qu'on a pu voir dans les 3 étapes précédentes. Ce plan d'action, après, il doit être mis à disposition des occupants des ERP. Pour les établissements qui sont ciblés par cette réglementation, il y a tout d'abord les établissements collectifs d'enfants de moins de 6 ans. Donc, on distingue les crèches, les haltes garderies, les jardins d'enfants, les relais petite enfance et les maisons d'assistantes maternelles. Ensuite, il y a tout ce qui est accueil de loisirs extrascolaires ou périscolaires avec les associations, les centres aérés. Et enfin, les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré. Donc, il y a les écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées d'enseignement général, technique ou professionnel. Il y a des établissements qui sont exclus de cette réglementation, notamment les logements privés des assistantes maternelles, les maisons de solidarité, les lieux d'accueil enfants-parents, les accueils des services de la protection maternelle et infantile, donc les PMI, les colonies de vacances, tout ce qui est établissement culturel et les établissements d'activités physiques et sportives pratiquant des activités aquatiques de baignade ou de natation. Ensuite, au niveau des ERP, toutes les pièces ne sont pas concernées. Globalement, on va regarder cette réglementation dans les pièces où le public sensible, donc les enfants, vont être. Donc, ça va être les salles d'enseignement, y compris les salles de sport et gymnase, tout ce qui est salle de musique, d'informatique ou de bibliothèque, les salles d'activité ou de vie, les salles de restauration et les dortoirs. Donc, vous voyez, on ne va pas regarder les couloirs, les cuisines, les sanitaires. Ces pièces-là ne sont pas concernées par la réglementation. Donc, voilà pour la synthèse de la réglementation. Et maintenant, on va arriver dans le cœur du sujet qui est DIAC-QAI. Et je relaisse la parole à Magali. Merci Aline.
Donc, DiagQI, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme web pour simplifier vos diagnostics in situ et répondre à la réglementation. Cette plateforme web, elle est ouverte à tous. Il suffit de rentrer l'adresse www.diagqi.fr pour y accéder. C'est un service qui a été initié par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et qui maintenant est mutualisé avec nos homologues de Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Réunion, Corse, Grand Est, Guyane, Nouvelle-Aquitaine et Guadeloupe. Actuellement, donc, cet outil est utilisé par plus de 1000 utilisateurs sur la France et il y a déjà près de 1500 établissements qui ont été créés dans l'outil. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a également bénéficié du financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le cadre du plan régional santé-environnement 4, on a pu déployer cet outil. Donc, je vais me rendre sur l'outil. Donc, je vais essayer de rendre pas la démonstration trop fastidieuse. Donc, l'outil se présente comme ça quand on rentre l'adresse web. Donc, avec une page d'accueil, 2 espaces ERP logement. Nous, aujourd'hui, on va vous présenter uniquement la partie ERP. Et également, dans cet outil, il y a aussi de nombreuses ressources ici que je vous invite à consulter selon différentes thématiques. Et également ici, dans le support, il y a une notice d'utilisation et puis des petites fiches de synthèse, les documents à préparer pour mettre en place la réglementation, le circuit de communication et d'affichage, des bilans de mesures de radon, etc. Donc en tout cas, là-dedans, il y a beaucoup de choses que je vous invite à consulter. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, donc si on revient sur la page d'accueil, vous avez un petit espace, vous pouvez répondre à un questionnaire rapide, c'est juste un questionnaire de sensibilisation, il n'est pas obligatoire. Et sinon, il faut se connecter, à savoir pour se connecter, donc on clique ici, et là, on va vous demander de créer un compte. Donc, je ne vais pas le faire, c'est assez simple, voilà, vous arrivez, vous créez un compte. Et une fois que vous avez créé un compte, donc moi, je vais en utiliser un. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand dans la création de compte, on vous demande le type de compte que vous voulez créer, vous choisissez ERP. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur un tableau de bord. Ce tableau de bord, en haut, il y a une partie Mes établissements, en dessous, une partie établissements partagés avec moi, parce que vous allez voir qu'on peut éventuellement. Donc, en fait, la réglementation pose beaucoup, beaucoup de questions et parfois, c'est difficile en étant tout seul de répondre à toutes les questions. Donc, on va pouvoir partager les établissements pour répondre au questionnaire à plusieurs. Comment je crée un établissement? Donc, vous, quand vous allez créer votre compte, vous allez arriver, il y aura écrit 0 ici et 0 ici. Donc, vous allez appuyer sur le petit plus et vous allez créer votre établissement. Donc, par exemple, si je mets les petits loups, voilà, je dis que c'est une crèche. Donc, tous les champs avec une astérix sont obligatoires, les autres ne le sont pas. Vous pouvez préciser le détail de crèche, la nature, c'est public, privé, associatif. On vous demande également des informations sur le nombre de salles, la surface. Ça, c'est pour anticiper des développements ultérieurs. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas de petit astérix. Ce qui est obligatoire, c'est la commune de l'établissement. Donc, par exemple, je vais choisir une commune de l'Ain. Il ne faut pas hésiter à compléter assez loin le nom de l'établissement. Parfois, j'ai des retours comme quoi on n'a pas trouvé la commune, mais elles y sont toutes. Et ensuite, vous pouvez donner des infos si c'est des infos qui peuvent vous servir, le numéro SIRET de votre établissement, numéro interne, etc. C'est comme vous voulez. Et vous enregistrez. Donc, c'est assez intuitif, assez simple. Et ici, donc à partir du moment où j'ai créé mon établissement, je vois qu'il y a 3 pièces qui se créent. L'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostic et le plan d'action. Donc, on va revenir à la présentation. Aline va vous présenter les différentes pièces et moi, je vous montrerai comment les compléter. Aline, je te relaisse la parole. Alors, la première étape, c'est l'évaluation des moyens d'aération. Cette étape-là, l'évaluation des moyens d'aération, qu'on appelle aussi EMA, est à faire tous les ans et il est à réaliser au plus tard le 31 décembre 2024 depuis la mise à jour de la réglementation en 2023. Ça consiste en la vérification de l'accessibilité des ouvrants et leur manœuvrabilité, et également l'examen visuel du fonctionnement des dispositifs de ventilation. Donc, vous allez regarder au niveau des ouvrants si vous arrivez à les ouvrir, s'ils sont tous accessibles, s'il n'y a rien devant.
qui permet leur manœuvrabilité. Et au niveau des dispositifs de ventilation, vous allez regarder si c'est de l'extraction qu'il y a bien le flux d'air qui part et insufflation, l'inverse, le flux d'air qui arrive. Et la nouveauté de cette réglementation, c'est la mesure à lecture directe du CO2 en période de chauffe. Alors, cette mesure à lecture directe, pour la faire, il va falloir déjà avoir des capteurs à votre disposition de CO2. Les capteurs, vous pouvez les choisir en fonction des caractéristiques du guide CSTB, donc le troisième guide que je vous ai présenté juste avant. Il vous indique les incertitudes, la plage de mesure, etc., etc. Et donc, vous pouvez partir de ces caractéristiques-là pour après choisir un capteur CO2. Ensuite, vous devez le placer dans les pièces en période d'occupation. Donc, on ne fait pas ça quand les élèves ou les enfants ne sont pas là. Il faut vraiment que ce soit en période d'occupation. Et on fait ça en période de chauffe, puisque c'est là où il y a le plus grand risque de confinement. Forcément, quand il fait plus chaud dehors, on va plus ouvrir les fenêtres. Et donc là, on aura moins de risque de confinement d'air. Et donc, une fois que vous avez placé votre capteur dans la pièce, il va falloir surveiller les niveaux de CO2 toutes les 15 à 20 minutes pendant 2 heures, au minimum 2 heures. Et on va surveiller les dépassements de seuil. Donc, la réglementation, il y a 2 seuils limites pour le CO2. D'abord 800 ppm et ensuite 1500 ppm. Si vous voyez que votre concentration en CO2 augmente jusqu'à 800 ppm et au-delà, il faut mettre en place une action. Donc, typiquement, ouvrir une fenêtre. Et ça va être la même chose avec 1500. Si vous voyez qu'à 800, vous ouvrez une fenêtre, par exemple en oscillobattant, mais que ça continue à augmenter au-delà de 1500, alors là, vous essayez de l'ouvrir en grand et vous voyez les impacts de vos actions. Donc, le but, c'est vraiment ça, c'est de mettre en place des actions s'il y a dépassement de seuil et de regarder quelles sont les conséquences de ces actions sur la concentration en CO2. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir, après, avoir une stratégie d'aération au niveau de vos établissements. Je vous avais montré les pièces qui rentraient dans la réglementation, à savoir que quand vous avez des grands établissements, alors on va pas faire toutes les pièces. On va prendre ça dépend du nombre de pièces, mais vous allez prendre un échantillonnage de vos pièces pour faire les diagnostics et pour faire la réglementation. Donc tout ça est expliqué dans les guides qui sont à votre disposition sur le site. Il y a des possibilités aussi d'enregistrement du CO2, notamment dans les dortoirs, parce que si vous placez des capteurs dans les dortoirs, vous n'allez pas forcément pouvoir rentrer comme vous voulez toutes les 15 à 20 minutes dans le dortoir, vérifier la concentration, etc. Donc là, vous avez une possibilité d'enregistrement des capteurs pour enregistrer les courbes de CO2 et les concentrations de CO2. Alors, il est normal, typiquement dans les dortoirs, de voir des dépassements de seuil, puisque c'est des moments où vous n'allez pas pouvoir ouvrir les ouvrants. Donc après, ça s'explique dans les plans d'action également. Voilà pour l'évaluation des moyens d'aération. Et puis, je vais laisser la parole à Magali pour qu'elle vous montre au niveau de Diac QAI comment ça se passe. Donc en fait, on est toujours sur notre établissement Les Petits Bouts. Donc on va aller créer une évaluation des moyens d'aération. Donc on la crée ici. Donc en fait, ça consiste, donc c'est des questionnaires, hein. Cet outil, c'est des questionnaires. Le premier onglet, donc il y a 5 onglets dans cette partie-là. À chaque fois, on voit le nombre de questions qui restent auxquelles on doit répondre. Quand on a répondu à l'ensemble des questions, les onglets passent en vert. Donc là, premier onglet, c'est l'établissement. On retrouve les caractéristiques de l'établissement qu'on a créé. Et maintenant, on va vous demander des coordonnées des responsables, du propriétaire, exploitant, etc., des personnes qui s'occupent de l'établissement. Donc ça, c'est le premier onglet. En fait, là, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Je vais vous montrer les questions. Et à la fin, j'irai sur une évaluation des moyens d'aération que j'ai déjà pré-remplie pour vous montrer à la fin ce que vous obtenez et comment vous l'utilisez. Donc, le deuxième onglet, ça consiste à identifier, donc ça parle de la ventilation et de l'aération. Donc là, on va vous demander, est-ce qu'il y a un système de ventilation dans votre établissement? Donc, est-ce que c'est simplement une ouverture des fenêtres ou est-ce qu'il existe des grilles d'aération haute et basse ou est-ce qu'il existe un système de ventilation naturelle ou un système de ventilation mécanique?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut répondre à toutes les questions. Donc, quand on clique là-dessus, on voit que là, tout à l'heure, en haut, recommandation, il y avait écrit 0. Maintenant, il y en a écrit 1. Donc déjà, au fur et à mesure, vous allez pouvoir voir quel est l'impact de vos réponses sur les recommandations qui vous seront proposées à l'issue de l'ensemble du questionnaire. Donc par exemple, là j'ai mis aération par ouverture des fenêtres uniquement. Si je regarde la réglementation, on va vous dire, dans ce cas-là, il faut aérer régulièrement parce que vous n'avez pas de système de ventilation. Donc je reviens, vous n'êtes pas obligé de consulter au fur et à mesure, mais vous pouvez. Donc là, par exemple, je dis qu'il y a également des grilles d'aération haute et basse, je mets oui. Et en fait, je me suis trompée, il n'y a pas d'aération uniquement, mais en fait, il y a un système de ventilation mécanique. Donc si je mets oui ici, donc là je mets non ici, si je mets oui ici, vous allez voir qu'il y a d'autres questions qui vont vous être posées. Donc c'est vraiment interactif en fonction de vos réponses. Il y a de nouvelles questions qui vous sont posées. Donc là, on va vous demander, OK, vous avez une VMC, mais quel type de VMC? Est-ce que c'est simple flux, double flux? Est-ce que c'est... Voilà, donc vous répondez, vous choisissez. Après, est-ce qu'elle est programmable, pas programmable? Est-ce que le système de ventilation euh, euh, dépend de la présence des usagers? Depuis quand il a été maintenu? Depuis quand est-ce que vous avez changé le dernier filtre? Donc, c'est des questions assez techniques, d'où l'intérêt de partager ces questionnaires avec des gens responsables des services techniques, par exemple, d'une commune. On vous demande des questions sur en cas de travaux, comment vous fonctionnez, etc. Donc ça, c'était sur l'onglet ventilation, aération. Ensuite, troisième onglet, là, c'est à ce moment-là qu'on va vous demander combien de pièces il y a. Donc, comme vous a dit Aline, on fait un échantillonnage, en fait. On ne va pas forcément aller voir toutes les pièces. Donc là, si vous dites, j'ai une crèche avec 6 pièces. 6 pièces, ça veut dire 6 pièces, donc dortoir, pièce de vie. Et réfectoire s'il y en a un. Donc, je dis 6 pièces. Là, vous allez voir qu'automatiquement, l'outil, il va vous dire que vous devez en investiguer 5. Pourquoi? C'est parce que jusqu'à 5, c'est toutes les pièces. Et au-delà de 5, c'est 50% des pièces avec un minimum de 5 et un maximum de 20. Donc là, vous allez dire donc 6 pièces. Vous pouvez donner l'effectif théorique maximal, mais vous n'êtes pas obligé. Quoique si, vous êtes obligé, parce que là, on voit qu'il reste 2 questions. Donc, je mets 25. Et ici, pourquoi j'ai choisi ces pièces-là? Quelle pièce j'ai choisi? Vous pouvez rentrer à la main un texte, quelle pièce j'ai choisi. Donc là, on a vu maintenant, on voit qu'on a dit qu'il y avait 5 pièces à investiguer. Automatiquement, l'outil vous dit qu'à l'onglet suivant, il y aura un bilan à faire sur les 5 pièces à investiguer. Donc, état des 5 pièces. Je vais sur cet onglet et là, on voit pièce 1, pièce 2, pièce 3, pièce 4, pièce 5. Pour chaque pièce, vous allez dire où se situe la pièce, le nom du bâtiment s'il y en a plusieurs, où se situe la pièce, l'effectif théorique maximal de la pièce. Et après, potentiellement, une pièce peut être ventilée différemment de la ventilation globale de l'établissement. Donc ça, vous allez pouvoir le préciser ici. Et enfin, donc là, on va faire ce que vous a présenté Aline, à savoir l'examen des ouvrants. Donc, on va aller voir combien il y a d'ouvrants, combien il y a d'ouvrants en état de fonctionnement, combien il y a d'ouvrants facilement accessibles ou facilement manœuvrables. Ensuite, un examen relatif aux bouches d'aération. Existe-t-il des bouches d'aération? Je dis oui. Et dans ce cas, on va me demander combien y en a-t-il? Est-ce qu'elles sont en état de fonctionnement, à savoir est-ce que l'air rentre s'il doit rentrer, sort s'il doit sortir? Combien il y en a de bouches combien il y a de bouches d'aération? Est-ce qu'elles sont oui, combien il y en a d'obstruées et combien il y en a d'encrassées? Et ensuite, est-ce que vous avez réalisé la mesure à lecture directe de CO2 dans cette pièce? Si vous dites oui, donc là, on va vous demander combien il y avait d'occupants dans la pièce. Et ensuite, qu'est-ce qu'ont donné les mesures? C'est ce que vous a dit tout à l'heure Aline. L'objectif de cette mesure de CO2, c'est vraiment une vocation pédagogique. C'est de faire prendre conscience à l'usager de la façon dont fonctionne l'aération-ventilation dans la pièce dans laquelle il est, en fonction de l'usage qu'il en fait et de l'effectif de la pièce. Donc une pièce pas très bien ventilée où il n'y a personne, ça ne va pas poser de problème. Une pièce peu ventilée où il y a beaucoup de monde, on va observer des niveaux de CO2 qui vont augmenter. Donc, soit ils vont dépasser 800, soit ils vont dépasser 1500. Admettons qu'ils dépassent 1500.
Si vous avez regardé une première fois le capteur, vous avez vu qu'il était rouge. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ouvert la fenêtre. Mais vous l'avez ouvert comment? Un peu en grand, transversal. Donc là, je dis, bah, j'ai ouvert en grand parce que je me suis dit que bah, si c'était passé très vite au 1500, j'ai ouvert en grand, voire en transversal. Donc je vais mettre oui. Ici, il faudra toujours mettre non, non. Enfin, c'est toujours oui, non. Il faut toujours répondre. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que la diode est redevenue verte? Auquel cas, c'est bon. Enfin, auquel cas, une simple stratégie d'aération suffira. Si elle est restée rouge, eh ben, on va vous dire, il faut peut-être voir s'il n'y a pas un problème de ventilation et mettre en place un système de ventilation performant. Et ça, donc, vous allez faire ça pour toutes les pièces. Vous pouvez recopier chaque onglet sur la pièce suivante, si vous voulez, et modifier uniquement ce qui change. Ça, pour vous faire gagner du temps. Et une fois que vous aurez répondu à tout, vous allez sur l'onglet Conclusion. Et là, vous allez avoir une synthèse. Alors moi, j'ai répondu que très partiellement, donc on ne voit pas grand-chose. Je vous montrerai dans la prochaine de comment ça se passe. Aline, je te redonne la parole et je te redonne le support. Donc voilà pour l'étape 1 de l'évaluation des moyens d'aération. La deuxième étape, ça va être l'autodiagnostic. Cet autodiagnostic, il est à faire tous les 4 ans et il est à réaliser au plus tard le 31 décembre 2026, donc à la fin de cette année. Le but de cet autodiagnostic, c'est d'identifier les sources potentielles de polluants. Vous allez voir, lorsque Magali va vous présenter via DiagQI, qu'il y a plusieurs items, la pollution extérieure, les matériaux, les équipements, les activités, etc. Donc, on va essayer de balayer tout ça pour voir où est-ce qu'il y a des sources potentielles de polluants. On regarde également l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération. Après, le but, c'est vraiment de voir aussi les bonnes pratiques pour diminuer l'exposition des occupants. Je te laisse la parole, Magali. Oui. Donc, si on revient à notre tableau de bord, on a vu que dans notre établissement, les petits loups, je pouvais aussi créer un autodiagnostic. Donc, je crée un autodiagnostic. Ici, c'est le même principe, un questionnaire avec des onglets. On voit que là, le premier onglet, il est vert. En fait, il a récupéré toutes les informations liées à l'établissement que vous avez créé. Vous n'avez rien à créer. Vous voyez éventuellement là, déjà, pourtant, vous avez répondu à aucune question. Et il y a déjà une recommandation. Cette recommandation, elle est liée à la commune de l'établissement sur lequel la commune sur lequel se situe l'établissement, en lien avec le potentiel radon. Parce qu'il existe également une réglementation sur le radon qu'on ne développera pas aujourd'hui. Mais là, l'outil vous dit dans quel potentiel radon vous êtes et qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes en potentiel radon 3, par exemple. Donc ensuite, on va aller donc, identifier toutes les sources qui peuvent influer sur la qualité de l'air intérieur de l'établissement. Tout d'abord, l'environnement. L'environnement, ça veut dire tout ce qui est autour de l'établissement. Donc, on va vous demander s'il y a des axes routiers, donc tout ce qui est source liée au trafic automobile, des axes routiers importants, des parkings souterrains, une gare routière. Ensuite, tout ce qui est industrie, industrie chimique, bois, etc. Là, il y a des petits i qui vous renvoient vers des plateformes qui peuvent vous aider à répondre à ces questions. Donc là, par exemple, c'est risque en France avec la localisation des industries chimiques, etc. Donc à chaque fois, il faut bien répondre à toutes les questions. Toujours pareil, quand je mets oui à une question, j'ai une recommandation qui va s'afficher que je vais pouvoir consulter si je veux. Je peux également, dans l'onglet commentaires, dire que, faire des remarques sur chaque onglet. Ça apparaîtra dans la conclusion. Donc on continue les sources extérieures, donc trafic routier, industrie, station-service. Ensuite, il peut y avoir des pollutions de sol. Donc ça, c'est pareil, ça va vous renvoyer vers une plateforme qui vous précise si c'est des anciens sols pollués. Ça peut être aussi vide sanitaire. Ça peut être aussi tout ce qui est végétation, tout ce qui est donc aussi bien pollen que culture traitée avec des produits phytosanitaires, etc., etc. Donc là, vraiment, on balaye toutes les sources extérieures. Deuxième onglet, on va s'intéresser à la conception du bâtiment, parce qu'une des sources qui influe sur la qualité de l'air intérieur, c'est les matériaux. Donc déjà, on va vous demander l'âge de la construction, parce que il peut y avoir des problématiques plomb, des problématiques amiante, des problématiques, si c'est très récent, donc des matériaux récents qui relarguent encore des polluants. Ensuite, on va aller, donc il y a quelques questions isolées, et ensuite on va faire le recensement de tous les matériaux, de tous les revêtements.
Donc, revêtement de sol, revêtement de mur, revêtement de plafond, revêtement voilà, on a fait le tour. Et puis, tout ce qui peut être pathologie du bâtiment. Est-ce qu'il y a de la condensation? Est-ce qu'il y a de l'humidité? Est-ce qu'il y a du moisi? Etc., etc. Est-ce qu'il y a eu des inondations? Est-ce qu'il y a eu des incendies récents? Donc, on va vous poser tout un tas de questions qui aboutiront à des recommandations. Ensuite, l'onglet chauffage-climatisation. Le chauffage peut également influer sur la qualité de l'air intérieur, notamment le chauffage au bois peu performant. Bon, c'est pas forcément, il n'y a pas de cheminée rarement dans les établissements d'accueil de jeunes enfants ou dans les écoles. Mais donc, si, selon ce que vous répondez, ça va encore vous poser de nouvelles questions, comme pour l'évaluation des moyens d'aération. Donc, le chauffage. Ensuite, donc le type de chauffage, si c'est entretenu, etc. On va vous poser des questions aussi. Donc, si je mets, par exemple, si je mets chauffage au gaz, oui. Là, on va voir qu'on va vous demander si votre installation de chauffage est entretenue, si vous mettez oui, par exemple. Est-ce qu'il y a une attestation d'entretien? Oui. Et de quoi elle est constituée? Donc voilà, c'est vraiment par itération. Et puis après, il y a des questions également sur la climatisation. Le 5e onglet là, c'est simplement est-ce que vous avez réalisé l'évaluation des moyens d'aération qu'on a vu précédemment et est-ce que vous avez mesuré le CO2? Donc, oui, non. Et ensuite, l'onglet suivant, là, c'est plus sur vos habitudes de vie, sur la présence d'animaux, de plantes, l'utilisation de parfums d'ambiance, de bougies, tout ce qui est usage de produits d'entretien, produits d'hygiène corporelle, produits d'art créatif. Tous vos achats, vos habitudes de ménage, d'aération, la cuisine. Et après, est-ce que vous avez sensibilisé vos équipes? Est-ce que vous prenez en compte euh, comment se passe comment vous choisissez les produits que vous achetez? Est-ce que vous prenez des produits écolabellisés, etc., etc., etc. Donc, c'est tout un tas de questions diverses et variées auxquelles il faut répondre. Et enfin, le dernier onglet, là, c'est si vous faites des travaux, enfin, déjà, est-ce qu'il y a des travaux autour qui peuvent influencer sur l'intérieur, donc via des poussières, et si vous faites des travaux à l'intérieur également, enfin, en fait, c'est pour vous dire qu'il faut privilégier des mobiliers vertueux, des produits labellisés, etc. Voilà, donc je pense que j'en ai fini de balayer tout le questionnaire. Je vous invite à le regarder plus précisément et je repasse la parole à Aline. Merci Magali. La troisième étape, c'est les campagnes de mesure obligatoires. Alors, elles sont obligatoires après chaque étape clé du bâtiment et c'est à réaliser dès à présent. Qu'est-ce qu'on entend par étape clé du bâtiment? Il y a d'abord tout ce qui est gros travaux, donc livraison de bâtiments neufs, les extensions, les rénovations lourdes et énergétiques. Tout ce qui est petits et moyens travaux, avec les changements de système de ventilation, les ouvrants, les revêtements de sol, les parois intérieures, les faux plafonds et le plafond. Et ensuite, les actions sur les locaux avec les changements de disposition de salles, les changements d'effectifs, d'occupation, d'activités avec un impact sur le confinement. Ces mesures obligatoires, ils doivent être effectuées par des organismes accrédités COFRAC LABREF 30. Donc là, il va falloir vraiment avoir des personnes habilitées pour le faire. Je vais vous expliquer un petit peu plus les étapes clés du bâtiment et surtout quand est-ce qu'on met en place une campagne de mesure. Vous voyez dans ce tableau-là, en fait, en fonction de votre établissement, vous n'allez pas forcément effectuer les campagnes de mesure avec les mêmes seuils de déclenchement. Pour les gros travaux, donc livraison de bâtiments neufs, les réhabilitations, etc., il n'y a pas de seuil. Donc, du moment où il y a une livraison de bâtiments neufs, que ce soit une petite école, une moyenne école ou une grande école ou encore accueillant des établissements accueillant de jeunes enfants, il n'y a pas de seuil. Il faut faire une campagne de mesure obligatoire. Pour les petits et moyens travaux, donc ça concernait le changement des ouvrants, des sols, etc. Là, on va pas avoir le même pourcentage de pourcentage impacté pour déclencher un seuil. Si vous avez une petite école inférieure à 7 classes,
Alors, au-delà de 75% de la surface totale impactée, il faut faire une campagne de mesure. Dans une moyenne école, on est à 50% et dans les grandes écoles supérieures à 13 classes et tout ce qui est accueil de loisirs et établissements accueillant des jeunes enfants, on est à 25%. Donc, si vous changez les sols de votre établissement au-delà de 25% de la surface totale, alors il y a déclenchement d'une campagne de mesure. Pour les actions sur les locaux, s'il s'agit de la disposition des salles qui est changée, vous retrouvez les mêmes seuils, 75%, 50% et 25%. Et si vous avez un changement d'effectif ou d'activité qui impacte le confinement de l'air, alors là, il n'y a pas de seuil, il faut forcément faire une campagne de mesures obligatoires. En fonction des travaux, on ne fait pas les mêmes types de campagnes de mesures. Ça peut être des campagnes de mesures plus importantes avec benzène, formaldehyde, confinement de l'air, et ça peut être des campagnes de mesures moins importantes. Là, après, c'est l'organisme avec lequel vous allez travailler qui va vous indiquer quelle campagne de mesure est obligatoire dans votre cas. Comment on calcule les seuils? Alors, on va rapporter la surface du plancher des pièces concernées par les travaux à la surface du plancher du bâtiment ou de l'établissement concerné par l'étape clé. Donc, vous prenez uniquement les pièces où vous avez, par exemple, changé votre sol. Je reprends le même exemple par rapport à la surface totale. Il y a quelques subtilités. Si votre bâtiment il est constitué de plusieurs, enfin si votre établissement est constitué de plusieurs bâtiments, vous allez prendre uniquement les bâtiments qui sont concernés par l'étape clé. Si votre établissement il est dans un bâtiment, alors imaginons une école qui serait dans le bâtiment de la mairie ou de la bibliothèque, alors on va prendre uniquement l'établissement concerné, donc l'école. Et si le bâtiment est concerné par plusieurs étapes clés, alors il faut sommer toutes ces étapes clés. Si vous faites le sol dans une pièce, le plafond dans une autre et vous changez les ouvrants dans une troisième, alors il faudra prendre la totalité de ces 3 pièces où vous avez fait des étapes clés. Et ces seuils, ils sont valables sur 6 mois glissants à partir de la date de début des premiers travaux. Ça veut dire que si vous faites des travaux, on va dire au mois d'août, et que vous en faites également pendant les vacances scolaires d'automne, alors il faudra sommer ces 2 étapes clés afin de voir si vous dépassez le seuil ou non pour un déclenchement d'une campagne de mesures obligatoire. Voilà pour cette 3e étape. Elle n'est pas prise en compte dans le DIAC-QI, puisqu'il s'agit d'une étape qui est gérée par des organismes accrédités. Et de ces 3 premières étapes, ces 3 étapes, l'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostic et les campagnes de mesures obligatoires, alors il faut développer un plan d'action. Ce plan d'action, il est à actualiser régulièrement et il est à faire avant le 31 décembre 2026. Et c'est là où DIAC-QI va vous être très utile, c'est qu'il va vous permettre de vous faire le plan d'action directement. Et je laisse la main à Magali. J'interviens juste pour jouer mon rôle de maître du temps. Oui, j'accélère, j'ai bien en tête, c'est pour ça, c'est ce On que passe j'allais 2 dire. minutes sur le plan d'action, si ça Oui. te va. Merci. Super. Donc, du coup, là, j'ai un établissement où j'ai déjà quasiment complété. Donc, si je reviens sur l'évaluation des moyens d'aération, donc là, on va voir que tous les onglets ont été complétés. J'arrive à la conclusion, il me reste 2 questions, à savoir la date à laquelle j'ai rempli le questionnaire et mon nom. Et là, c'est tout bon. Donc, je peux valider. Ici, j'ai accès dans ce cas. Voilà. Donc là, je peux consulter du coup mon évaluation des moyens d'aération, donc l'ensemble de mes réponses, des tableaux de synthèse avec tous les résultats. Et donc ça, c'est une chose. Et ensuite, je vais pouvoir aller voir les recommandations liées à mon évaluation des moyens d'aération. Donc là, il y a juste un onglet, c'est juste l'aération-ventilation. Et on retrouve tout un tas de recommandations, donc avec un code couleur que je vous décrirai dans l'autodiagnostic, et avec un petit plus ici où on va pouvoir ajouter les actions à son plan d'action. Donc on le retrouvera. Donc par exemple, je vais dire celle-là, je prends celle-là, c'est vraiment au pif. Et donc là, je pourrais aller gérer mon plan d'action. Mais on y reviendra après. Ensuite, sur l'autodiagnostic, c'est pareil. Donc on a vu que le plan d'action, c'est pièce 1 plus pièce 2, donc l'autodiagnostic. Il est quasiment terminé. Je rajoute juste la date
27-01-2026. Qui a fait? C'est moi. Oups, normalement, c'est bon. Voilà, validé. Là, c'est possible. Donc, je vais aller voir. Donc là, je vais voir également. Non, mince, pardon. Ah, je fais des bêtises. Les recommandations. Donc là, on voit le système de code couleur. Donc rouge, c'est une action obligatoire. Orange, action simple et efficace. Jaune, complexe et efficace, etc. Et en bleu, c'est les mesures indicatives. Parfois, on vous suggère de faire des mesures, mais si c'est indicatif, c'est pas réglementaire. Vous pouvez soit les faire vous-même, soit les faire par n'importe quel BE. Les faire faire par n'importe quel BE. Ensuite, les recommandations sont hiérarchisées par thématique. Et de la même manière, vous allez pouvoir ajouter des actions à votre plan d'action. Donc, une fois que vous avez fait votre petit marché, vous allez gérer le plan d'action ici. Et donc, vous allez retrouver toutes les actions que vous avez identifiées. Donc, action en cours. Ensuite, action par action, vous allez pouvoir définir où se situe l'action, quel est son objectif, la décrire, quel est le service responsable, la personne, l'équipe de suivi, la date d'échéance, l'avancement. Donc, vous allez pouvoir revenir sur l'avancement de l'action, éventuellement le coût, un commentaire, et vous enregistrer. Bon, là, il se trouve que j'ai rien fait, donc ça ne marche pas. Et au fur et à mesure que vous aurez suivi votre plan d'action, vous allez pouvoir ajouter de nouvelles actions. Soit vous créez vous-même une action qui n'est pas dans la liste des recommandations, soit les ajouter à l'issue de la dernière évaluation des moyens d'aération que vous aurez faite ou de l'autodiagnostic. Vous pouvez dire cette année, je m'occupe de produits d'entretien, l'année prochaine, je m'occuperai des travaux. Enfin voilà, différentes choses. Et une fois qu'une action est terminée, elle atterrit dans cet onglet terminé. Je crois que j'en ai fini. Il y a moyen de filtrer et je donne la parole maintenant à un témoignage de la ville l'agglomération de Villefranche. Ils ne sont pas là? On est là. Bonjour. Alors, vous nous entendez correctement? Oui, ok. Donc, on va déjà se présenter rapidement. Moi, je suis Sandrine Sarrazin, je suis chargée de projet transition énergétique à la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône. Donc, Villefranche-sur-Saône, située à 30 km au nord de Lyon. Et la communauté d'agglomération, c'est 18 communes et 72 000 habitants. Et Mélanie Decourty, je suis économe de flux pour cette communauté d'agglomération et je fais du suivi de consommation énergétique pour l'agglo et également pour certaines communes. Et je travaille du coup sur la partie de la qualité de l'air intérieur avec Sandrine. Voilà, donc on nous a demandé de vous faire un petit retour puisqu'on a utilisé Diag QAI cette année. On a la compétence petite enfance et donc on a essayé d'utiliser ça pour nos crèches. En fait, on a eu connaissance de Diag QAI initialement parce qu'on a une convention avec Atmo. On est adhérent à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. On a une convention avec eux annuelle dans laquelle il y a un certain nombre d'actions qui sont fléchées. Et la première année, on a fait réaliser une animation autour de la fresque de l'air et c'est à cette occasion-là qu'on a entendu parler de Diag QAI. En parallèle, on avait un contrat local de santé qui était en cours d'élaboration, donc avec un plan d'action 2025-2029. Et parmi les actions, il y a un axe sur la santé environnementale et une action spécifique qui concerne l'amélioration de la qualité de l'air dans les établissements recevant du public, et notamment du public vulnérable. Donc, les crèches étaient identifiées principalement sur cette action-là. Voilà. Et du coup, Mélanie a commencé à tester le Diag QAI dans une première crèche pour faire une expérimentation et voir si ça serait possible de le déployer pour l'ensemble des équipements. Donc, accompagné du service bâtiment qui, chez nous, est le référent pour tout ce qui est maintenance, travaux au niveau des crèches. Et puis, bien sûr, la responsable de l'établissement. En parallèle, on a fait l'acquisition de micro-capteurs mobiles pour pouvoir faire les diagnostics de CO2, sachant que nos crèches étaient déjà équipées de capteurs de CO2 fixes depuis 2-3 ans et qui avaient déjà un protocole d'aération qui était mis en place en lien avec la PMI. Donc l'idée, c'était aussi de voir déjà comment ça fonctionnait avant qu'on fasse
quoi que ce soit. Donc la maison Cachou, la première crèche qui a été diagnostiquée, elle a servi de test. Et puis Mélanie a fait une première analyse à partir des capteurs fixes qu'on avait pour voir déjà comment ça se passait. Ensuite, on a fait une première réunion avec l'ensemble des directrices de crèches. Donc, on a 11 crèches sur notre territoire et on est propriétaire des locaux de la plupart, de la majorité. Donc, pour leur présenter la réglementation et ce qu'on proposait de faire, donc le diagnostic qu'il y avait à réaliser, que ce soit l'autodiagnostic et l'évaluation des moyens d'aération. Et puis, dans un premier temps, il leur a été prêté des capteurs mobiles pour qu'elles puissent aussi tester et voir à quel moment on se retrouvait en seuil de dépassement, si on ouvrait les fenêtres, qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça faisait pas, et qu'elles expliquent aussi à leurs équipes comment ça se passe. Avant de travailler plus spécifiquement sur le diagnostic, et dans le cadre de la convention aussi qu'on a avec Atmo, il y a eu une animation qui a été faite auprès de l'ensemble des directrices de crèche ou d'un responsable de l'établissement pour expliquer ce que c'était que la qualité de l'air intérieur, ce qu'il fallait faire, la réglementation, expliquer le fonctionnement de Diag QAI, puisque l'idée, c'était que les directrices des établissements soient aussi actrices du diagnostic. Voilà, ça c'est pour la présentation générale. Et puis, je vais laisser la parole à Mélanie, parce que c'est elle qui a œuvré et qui est l'utilisatrice du système. Donc voilà, dans un premier temps, en effet, on a sensibilisé les directrices parce que ce qui était très important, en fait, c'était vraiment que tout le monde puisse prendre en main, en fait, le sujet de la qualité de l'intérieur. Donc du coup, on a sensibilisé le service bâtiment, le service petite enfance et l'ensemble des directrices qui ensuite faisaient passer le message à leurs collègues. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'était l'autodiagnostic parce que c'était en période estivale. Sachant que l'auto-évaluation, on a fait le choix de le faire en période hivernale parce que je voulais faire en parallèle les enregistrements de CO2 et ça se fait en période de chauffe. Donc, on a commencé par faire l'autodiagnostic pour les 11 crèches. On a laissé le choix aux directrices de crèche de soit s'inscrire, de s'inscrire sur la plateforme QAI et du coup de renseigner en fait les informations sur leur propre crèche, soit en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un export Excel de toutes les questions qu'il y a sur Diag QAI et on leur a transmis les questions. Sur cet export Excel, l'avantage qu'on a intégré en plus, en fait, c'est qu'on a mis un filtre de qui répond aux questions, parce qu'il y a plein de sujets différents et les directrices de crèche n'étaient pas capables de répondre à toutes les questions. Et le but était que tous les services, en fait, puissent répondre. Donc, sur ce tableau Excel, on a intégré, par exemple, que l'économe de flux répond à tout le sujet environnement. Donc, environnement, vous avez pu le voir, c'est par exemple, est-ce qu'il y a un site qui pollue plus ou moins en fait autour de l'établissement. Pour avoir ce genre d'informations, personnellement, moi, j'ai travaillé avec le service Eco qui m'a donné toutes les infos sur les différents sites industriels en fait qu'on avait autour de nos établissements. Ensuite, le service bâtiment a pu compléter toutes les questions sur la conception du bâtiment. L'économe de flux, donc a aussi, du coup, j'ai également répondu sur toute la partie chauffage, climatisation et tout ce qui était gestion de site et politique de travaux et d'achat, ce sont les directrices qui ont complété. Et donc, elles ont toutes fait le choix de partir sur l'Excel. En fait, c'était beaucoup plus simple. Elles choisissaient dans leur filtre directrice et puis elles complétaient par oui, non pour toutes les questions. Voilà, donc une fois qu'on a récolté toutes les données, ensuite, j'ai récupéré les éléments et je les ai inscrits sur la plateforme Diag QAI. Alors, comme on a 11 établissements, c'est assez facile à faire et c'est pas trop chronophage. Enfin voilà, ça m'a pris peut-être une demi-journée maximum pour récolter l'intégralité des données. Et on a fait le choix de commencer à travailler sur un plan d'action commun parce qu'en fait, comme on a déjà des protocoles qui sont mis en place au sein des crèches et qui sont tous identiques, on s'est rendu compte que dans les préconisations, on avait quasiment
à une ou deux crèches près, à peu près les mêmes précaux. Donc, on a fait le choix de commencer à travailler sur un premier plan d'action. On l'a partagé avec le service bâtiment, avec le service petite enfance et ensuite avec les directrices et on l'a complété. Et le but était ensuite de peaufiner ce plan d'action une fois qu'on aurait fait l'auto-évaluation. Donc les auto-évaluations ont eu lieu cet hiver, en décembre. Pour nous, c'était une première également et je me suis donné comme mission de tout faire en un mois et en fait, c'était compliqué. C'était très chronophage et ça prend vraiment du temps. Donc l'année prochaine, je vais me donner beaucoup plus de temps. Je pense que je vais faire une crèche une semaine, quelque chose comme ça. Euh, donc l'auto-évaluation, bah, je faisais un peu ce qui a été expliqué en amont, c'est-à-dire qu'avec mon PC, on allait dans les pièces à diagnostiquer et puis on cochait tous les éléments sur les ouvrants, les systèmes de ventilation. On a découvert beaucoup de choses, c'était intéressant. Et pourtant, on a un service bâtiment qui est très présent dans les établissements et on a de la maintenance, mais en fait, on se rend compte qu'il y a des VMC qui fonctionnent pas forcément bien, qu'il y a des ouvrants qui dysfonctionnent, etc. Au moment de cette auto-évaluation, du coup, j'ai déposé les capteurs de CO2 auprès des crèches. Donc moi, j'ai utilisé le capteur enregistreur qui s'appelle Classer. L'avantage, c'est qu'il enregistre la donnée. Et j'ai donné également aux directrices de crèche un document que j'ai retrouvé dans le centre de ressources en fait de DIAQAI. Voilà, un petit qui s'appelle relevé de mesure CO2, en fait, où les directrices peuvent noter toutes les 15 minutes, en fait, où est-ce qu'elles en sont. Est-ce qu'elles ont ouvert la fenêtre? Est-ce que le taux de ppm était vert, jaune ou rouge? Voilà. Et elles ont toutes bien joué le jeu. Au début, comme j'étais très ambitieuse, je leur laissais une journée pour le faire. En fait, je me rendais compte que je les ai fait trop courir et elles m'ont un peu voulu. Et je comprends. Pour les crèches suivantes, ce que j'ai fait, c'est que je les laissais pendant une semaine et c'était beaucoup plus fluide. Elles pouvaient du coup faire pièce par pièce, comme ça, les arranger et au moment où elles étaient plus disponibles. Voilà. Et donc, du coup, l'auto-évaluation, finalement, en une semaine, elle était faite. Sur place, ça prend, allez, une heure maximum pour une crèche de 200 à 500 mètres carrés à peu près. Et ensuite, ce qui prend du temps, c'est de récolter la donnée des capteurs de CO2. Et je dirais que quand on a 5 ou 6 pièces, ça prend peut-être 2 heures, 2, 3 heures par crèche à peu près pour récolter la donnée. Voilà. Et donc aujourd'hui, on n'a pas encore récolté toutes les données. Enfin, elles sont enregistrées, mais moi, j'ai pas fini d'enregistrer les informations parce que j'ai d'autres missions. Mais là, prochainement, le but est de remettre à jour le plan d'action en personnalisant crèche par crèche pour pour pouvoir le mettre en place en fait par la suite. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. On a un petit peu dépassé au niveau du temps, mais je pense que c'était important que Sandrine et Mélanie nous expliquent bien comment elles ont mis en œuvre tout ça sur leur territoire. Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. Alors, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure aux questions qui étaient posées. On va essayer maintenant de répondre aux questions qui manquaient. On avait le cas où on a des fenêtres qui s'ouvrent pas finalement dans des bâtiments BBC ou alors avec des dispositifs anti-ouverture pour la protection des enfants. Donc, je ne sais pas si je réponds, si Aline ou Magali, vous voulez intervenir. Je veux bien prendre la parole. Dans le cas où les ouvrants ne sont pas ouvrables, du coup, j'imagine que c'est dans des cas où il y a des ventilations qui sont en place dans les bâtiments et qui, normalement, doivent être assez efficaces pour avoir un bon confinement de l'air. Donc, normalement, les mesures devraient bien se passer pour ces cas-là. Après, pour tout ce qui est anti-ouverture des ouvrants quand on a des jeunes enfants dans les crèches notamment, c'est vrai que ça peut être plus compliqué. En fait, il faut faire ça, je dirais, intelligemment, c'est-à-dire ouvrir en grand quand les enfants ne sont pas présents. Donc, quand, par exemple, ils vont pour une sieste ou quand les locaux ils sont inoccupés. Faire au mieux, en tout cas, pour avoir un bon renouvellement d'air.
Je ne sais pas si Magali ou Mathieu, vous voulez compléter. Non, je Je pense que rép- tu as tout dit. Ensuite, on avait une question sur la durée. Quelle durée faut-il prévoir pour chaque étape? Alors, c'est un petit peu difficile à dire comme ça. Je pense que le témoignage de Villefranche vous a peut-être éclairé sur ce sujet, mais ça va dépendre du nombre de pièces aussi, enfin de la taille du bâtiment. Ça va dépendre aussi de quel service il faut mobiliser dans la collectivité pour répondre à toutes les questions de l'autodiagnostic. Donc, c'est un peu difficile à voir là pour le moment, mais peut-être Sandrine et Mélanie, vous pouvez nous dire combien de TP en gros ça nous vous a pris, en tout cas les débuts de la réglementation. Euh, Moi, j'avais compté à peu près mon temps d'intervention depuis l'animation auprès des crèches jusqu'à les auto-évaluations. J'ai pas tout à fait fini, du coup, le temps n'est pas terminé, mais juste pour ma part, je suis déjà à 15 jours de travail pour 11 établissements pour et autodiagnostic et auto-évaluation. Ok, merci. Voilà. Ensuite, c'était plus une remarque, mais au moment où on parlait du chauffage dans l'autodiagnostic, on a eu une remarque qu'il y a aussi des chaufferies au bois avec réseau de chaleur. Alors, je ne sais pas si DIAQAI prend en compte ça, mais peut-être cocher un des deux, j'imagine. Une autre question sur le site. Est-ce que le site DIAQAI est payant? Non, le DIAQAI est gratuit. Vous pouvez vous créer un compte professionnel et après entrer vos établissements et faire vos diagnostics et vos plans d'action. Par contre, n'hésitez pas à retourner vers nos homologues de votre région pour une demande d'accompagnement complémentaire si vous en avez besoin. Exactement. Et ensuite, il y a des nouvelles questions dans le chat. Alors, c'est une question sur les mesures de CO2. À quel moment précis doivent-elles être réalisées? Et par exemple, pour les dortoirs, est-ce avant l'installation des enfants, pendant la sieste ou après? Est-ce qu'il y a un moment de référence recommandé, matin, après-midi, période d'occupation maximale? Alors, c'est plutôt conseillé en période d'occupation, ça c'est sûr, en présence des enfants. Et c'est en période de chauffe, donc de novembre à mars. Et moi, j'aurais tendance à dire en période d'occupation maximale pour voir quelles sont les concentrations de CO2 lorsqu'il y a le plus d'enfants dans la salle. Faut prendre le pire des cas. Voilà. Et sur la logique attendue, en fait, c'est surtout euh, une manière pédagogique, en fait, ces capteurs de CO2, pour faire prendre conscience aux occupants de l'importance de l'aération et l'importance d'une bonne ventilation et un bon renouvellement d'air dans les salles, parce que on l'a mentionné, mais le CO2 est un traceur en fait du confinement de l'air qui va aussi nous donner une petite idée de la concentration d'autres polluants qu'on peut avoir dans l'air. Donc plus on a de CO2, plus on a un air confiné et plus on a d'autres polluants potentiels dans l'atmosphère. Ensuite, il y a une autre question sur une salle de change avec 38 enfants, sans aération, sans VMC. Devons-nous faire des mesures dans cette pièce, sachant que ce n'est pas une pièce de vie? Alors, j'aurais tendance à dire que non, parce que ce n'est pas une pièce de vie, et finalement, c'est juste une salle de change. Les enfants n'y sont pas pour des très longues durées. Euh, donc, c'est pas nécessaire de faire des mesures dans cette pièce. Ensuite, on a une autre question. Il y a eu plusieurs questions, j'ai essayé d'y répondre, mais c'est vrai que les directives sont pas très précises selon la réglementation, mais sur qui doit mettre en place la réglementation, le propriétaire ou le gestionnaire, Ou le locataire, il y a là aussi. le locataire. Mhm. Donc la réglementation parle du gestionnaire et du propriétaire, mais sans dire clairement qui doit le faire. Donc en général, c'est plutôt une bonne entente et il faut s'organiser entre gestionnaire et propriétaire pour mettre en œuvre tous ces diagnostics. Il y a une question sur le partage des questionnaires. C'est vrai que je n'ai pas montré cette fonctionnalité. Quand vous avez créé votre établissement, en haut à droite, il y a des petits points et vous pouvez mettre partager, auquel cas vous récupérez un lien hypertexte pour partager l'établissement et ça partage les questionnaires qui vont avec et le plan d'action, etc. Ok. Et je crois que on a répondu à toutes les questions. Alors, n'hésitez pas s'il manque, enfin, s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, on peut prendre encore quelques minutes pour répondre aux toutes dernières questions. Et s'il y en a qui veulent prendre la parole aussi, n'hésitez pas.
Ah oui, ici, il y a encore le coût, je vois que les questions arrivent au fur et à mesure. Le coût de la réalisation de l'ensemble des étapes par un BE, ça va, c'est difficile à dire aussi, ça va vraiment dépendre de la taille de l'établissement, c'est difficile à répondre comme ça. Mais en tout Oui, cas, ça va dépendre aussi de la campagne de mesures à faire, puisque oui. ça peut être que le confinement de l'air, comme ça peut être une campagne plus complexe avec le benzène et le formaldéhyde. C'est un peu compliqué à répondre, effectivement. Je rejoins Mathilde là-dessus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre contact avec votre association de surveillance de qualité de l'air, votre ASCA de votre région, et qui pourra vous conseiller pour toutes ces étapes-là et voir solliciter un BE si vous en avez besoin, mais n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre ASCA. La liste des bureaux d'études accrédités COFRAC, vous la retrouvez dans les ressources de Diac QAI dans la partie mesurée. Et il y a un lien vers les organismes accrédités. Donc, est-ce qu'on peut mesurer nous-mêmes le formaldéhyde? En fait, donc, en cas d'étape clé, non. Par contre, si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe chez vous, vous pouvez le faire. Il existe des kits de mesure qui sont vendus et que vous pouvez installer. C'est des petits capteurs, des petits tubes. Ça enregistre pas, en fait, ça capte l'air et ensuite on renvoie pour analyser. Et ça permet d'évaluer les taux de formaldéhyde dans un établissement. L'outil peut être amené à vous en proposer. Il s'agit de mesures indicatives et qui apparaissent dans des recommandations bleues. Je rebondis sur une petite remarque qui dit que ça paraît être un travail titanesque. Alors, à première vue, oui, mais finalement, en s'y penchant un petit peu plus et en utilisant Diag QAI qui permet de faciliter énormément enfin, la réalisation des diagnostics et après la mise en œuvre du plan d'action, c'est pas si compliqué que ça en paraît. C'est vrai que là, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à voir, mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers votre association de surveillance de la qualité de l'air de référence de votre région pour aussi vous accompagner et vous donner des informations sur tous ces sujets-là. Peut-être que Villefranche peut rassurer ou pas. Alors oui, parce que bah là, nous, on a travaillé sur les crèches et c'est vrai on a vu tout le parc de nos crèches en même temps, mais on a aussi fait cette animation auprès des communes par rapport aux écoles. Et les petites communes, généralement, elles ont qu'une seule école de maternelle et de primaire. Et donc, c'était le maire ou un élu qui était présent à qui on a présenté le Diag QAI. Effectivement, il faut prendre un petit moment pour ben, faire ça en présence de la directrice de crèche, éventuellement de son agent technique. Mais voilà, une fois qu'on est rentré dedans, c'est pas très compliqué à remplir. Les questions sont assez simples. Évidemment qu'il faut certaines informations, ben, savoir quand est-ce qu'on a fait le dernier contrôle de la VMC, enfin, ou la maintenance du chauffage, etc. Mais enfin, ça, c'est des choses qu'on fait normalement régulièrement et les personnes qui le suivent, elles connaissent ces informations. Et il y a beaucoup d'observations. Donc, et c'est assez pédagogique aussi, je trouve, de faire ça finalement à plusieurs parce que ça permet d'échanger et d'amorcer le sujet, même si derrière, on va pas forcément jusqu'au plan d'action, on va pas forcément au bout du bout. Au moins, ça permet de commencer un premier échange et d'amorcer une prise de conscience. Et au moins pour ça, c'est intéressant. Il y Et avait peut-être ajouter que le premier coup, le premier autodiagnostic, la première évaluation des moyens d'évaluation, c'est sûr que ça prend du temps de se pencher sur le sujet. Mais après, c'est des renouvellements de ces diagnostics, donc ça prend tout de suite beaucoup moins de temps et pour les prochaines années. Oui, je ne l'ai pas présenté ici. En fait, quand on va ici dans mes établissements, non, c'est pas là, c'est dans mes documents. On peut avoir accès à ces autodiagnostics ou à ces évaluations. Et d'une année sur l'autre, on peut les dupliquer. Donc, il n'y a pas à tout refaire, quoi. Euh, Après, il y avait quelque chose sur les affichages. Mm. Euh, on peut regarder également ici, dans l'évaluation, je ne vous ai pas montré. Donc, en fait, on a un tableau synthétique. On peut l'afficher. C'est ça qu'il faut afficher. Donc avec les résultats et avec les conclusions.
et quelques recommandations, actions à mener ici. Et après, le plan d'action, on peut également l'afficher. Une fois que vous avez choisi les actions qui vont dans votre plan d'action, il y a des exports dans l'outil en PDF et en CSV aussi, si vous voulez, pour dispatcher les actions, que chaque service puisse suivre son plan d'action. Il y a une question aussi sur la campagne de mesure. Ah oui, bah, je vois qu'Aline a répondu, donc tout est bon. Ouais, donc la campagne de mesure, elle doit être faite à chaque étape clé qui dépasse le seuil. Donc il n'y a pas de temporalité. On se dit pas tous les 6 mois on va faire une campagne de mesure, pas du tout. Ça dépend des étapes clés qui vont être effectuées dans chaque établissement et du potentiel dépassement de seuil de cette étape clé. Et je vois qu'il y a aussi une remarque sur le temps que ça prend. Et effectivement, ça prend du temps. N'hésitez pas, sur le site du CEREMA que j'ai mis au début du chat, il y a l'indication une adresse mail du ministère qui va directement au ministère qui est en charge de cette réglementation-là. Et ils sont preneurs de retours d'expérience de terrain de la mise en œuvre de cette réglementation. Donc n'hésitez pas à les solliciter aussi. Et ils répondent aux mails. Je peux répondre si vous souhaitez par rapport à la question sur le temps passé pour une directrice qui passe déjà beaucoup de temps dans son établissement. Est-ce qu'elle a le temps de faire les mesures? Nous, dans notre système, dans notre service, en fait, c'est moi qui avais programmé les capteurs. Donc finalement, la directrice, elle a juste eu à les actionner, à les poser et à passer le message aux agents sur place de vérifier en fait le taux et d'aérer ou pas à ce moment-là. Donc finalement, je pense pour elle, ça a été surtout de la gestion, de se dire où sont les capteurs, est-ce qu'ils ont été lancés. Mais je crois sur une semaine, si on leur laisse les capteurs sur une semaine, en fait, finalement, je pense que ça leur a pas pris tant de temps que ça. Ce qui était important, par contre, c'était de transmettre et de déléguer en fait les éléments. Et pour en tout cas la mesure à lecture directe du CO2, vous l'avez faire annuellement, donc vous avez 1 an pour le faire. Donc Mm. vous n'êtes pas obligé de tous les concentrer en une journée, en une semaine ou même en un mois, hein. Ça peut être C'est ça. étalé tout au cours de l'année. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure le webinaire. Je laisse 10 secondes pour se manifester s'il y en a qui veulent encore, qui ont encore des questions. Merci pour votre participation. Et j'espère que cet outil vous aidera. Et l'objectif, c'est qu'il soit évolutif. Donc, n'hésitez pas à nous faire des remarques et à voilà, pour qu'il s'améliore. Voilà. Et ben, merci à toutes et tous pour votre participation et bonne journée. Bonne journée. Au Au revoir, revoir. bonne journée.